Bonjour Monsieur de Benoît. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. L'entretien est réalisé pour le média polonais Wbrew Cenzurze. Alors, vous avez écrit de nombreux ouvrages. J'ai entendu articuler le nombre de 120. Oui, c'est vrai, à peu près. Et des centaines d'articles. Hein? Oh, des milliers. Ouais. Avant de parler d'un de vos derniers livres, Nous et les autres identités sans fantasme, paru en janvier 2023, j'aimerais que nous fassions un bref retour, si vous êtes d'accord, sur votre œuvre. Vos premiers écrits étaient orientés Genèse, Histoire des Indo-Européens, 1965. Oui, il y a eu beaucoup de choses déjà à cette époque. C'est un peu la préhistoire, maintenant. J'ai écrit sur beaucoup de sujets, mais l'essentiel de mes préoccupations, ça a été l'histoire des idées et la philosophie politique. L'histoire des religions avec ou sans L'histoire Dieu, des religions aussi, oui, bien sûr. 1970. Oui, Et puis Lorenz, même Lorenz, l'éthologie. oui, 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 oui. J'ai pensé que peut-être ce qui vous avait intéressé, c'était le comportement des animaux. Oui, notamment la vieille question de la place de l'homme dans la nature. Ce petit livre qui est paru il y a déjà très longtemps, dans les années 70, faisait suite à un entretien très long que j'avais eu avec Konrad Lorenz à Vienne. Et je me souviens de la phrase qu'il disait, qu'il répétait même, si vous dites que l'homme est un animal, vous avez raison. Si vous dites qu'il n'est qu'un animal, alors vous avez tort. Et puis après, à la fin des années 70, une espèce de synthèse, peut-être, vue de droite, anthologie critique des idées contemporaines. Oui, c'était un recueil d'articles dans le domaine des idées, précisément. Oui. Puis, maintenant, un demi-siècle plus tard, quel bilan pourriez-vous faire de votre engagement intellectuel et quelles pistes de recherche proposeriez-vous pour la postérité ? Parce que maintenant, les sociétés européennes sont très cosmopolites et le modèle du citoyen du monde qui aime le confort attire la jeunesse. Oui, il faudrait nuancer tout ça. Ça attire la jeunesse, pas toute la jeunesse. Il y a une autre partie de la jeunesse qui est attirée par des valeurs plus traditionnelles, qui est préoccupée de l'avenir de son pays, de la montée progressive du chaos. Je crois que pour comprendre tout ça, il faut bien voir que nous sommes dans une période de transition, d'interrègne. Nous voyons s'effacer derrière nous un monde que nous avons connu, qui nous était familier et que nous avons parfois aimé, et puis on voit un autre monde qui arrive, qui est souvent perçu comme porteur de menaces, et dont on peut seulement deviner un peu les contours. C'est la raison pour laquelle à peu près tout aujourd'hui est en crise. Les États sont en crise, l'économie est en crise, les rapports sociaux sont en crise, l'éducation est en crise, la démocratie libérale est en crise. C'est le propre des périodes de transition. Et ce sont des périodes qui sont difficile à vivre parce que on perd ses repères et on est dans une sorte d'inconfort intellectuel. On ne sait pas très bien ce qui se passe. Et de surcroît, toutes les forces politiques sont transformées aujourd'hui. À peu près dans tous les pays, au moins dans les pays occidentaux, les partis traditionnels, qu'on appelait des partis de gouvernement, sont en baisse. En France, par exemple, l'un des plus grands partis de la politique française, c'était le Parti socialiste. Et le Parti socialiste, aujourd'hui, représente 4, 5, 6% des voix, ce qui est extraordinaire, n'est-ce pas ? Et on voit apparaître d'autres formes politiques, notamment ce qu'on appelle, à tort ou à raison, les populistes. Sur le plan international, on voit bien qu'on est sorti de l'époque qui a suivi la chute de l'Union soviétique.
La guerre en Ukraine aujourd'hui rebat les cartes d'une certaine manière. Donc on est dans une période très inconfortable pour l'analyste. Mais d'un autre côté, quand vous me parlez du cosmopolitisme, de toutes ces choses négatives auxquelles on assiste aujourd'hui, rien n'est éternel, l'histoire est ouverte. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut se dire, avant de s'interroger sur les pistes de recherche. L'histoire, c'est par définition le domaine de l'imprévu. Par conséquent, on ne peut pas prolonger les courbes indéfiniment dans la même direction. Il y a un moment, ça passe, ça s'efface. Et des choses qui dans le passé paraissaient durer toujours, elles ont disparu. Alors sur quelle piste est-ce qu'il faut s'engager ? Je dirais que c'est d'abord une question de tempérament. Moi je suis un intellectuel, donc mon engagement a toujours été un engagement intellectuel, celui d'un observateur, d'un analyste, d'un historien, qui essaye de comprendre et de faire comprendre le moment historique dans lequel nous nous trouvons. Il y a des gens qui ne sont pas des intellectuels et c'est pas du tout déshonorant de ne pas l'être. Si l'on vivait dans une société où il n'y a que des intellectuels, ce serait très vite invivable. Donc il y a des gens qui sont plus tournés vers l'action, et notamment vers l'action politique. Pourquoi pas ? Ce qu'on fait bien, c'est ce qu'on aime faire, et ce pourquoi on est fait. Justement, en 1969, vous fondiez Grèce. Il s'agissait d'un espèce de réarmement. J'étais l'un des fondateurs, plus exactement. Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne. Vaste question. Oui. Alors, cette association, on dit depuis qu'elle a impulsé un nouveau courant de pensée politique, plus identitaire, la Nouvelle Droite. Et les militants de la Nouvelle Droite ont également été appelés les Gramsciens de la droite. Alors, quelques petites précisions. D'abord, je ne suis pas le fondateur du Grèce, mais j'ai été l'un des 25 ou 30 jeunes gens qui, à la fin des années 60, se sont réunis. Ils avaient à peu près tous le même âge. Et leur idée, c'était qu'il y avait déjà beaucoup de transformations en cours. Et sur le plan idéologique et culturel, il fallait un peu repartir à zéro. Examiner à nouveau frais les idées qu'on employait et s'apercevoir que certaines étaient complètement obsolètes. Donc il fallait recréer une conception du monde et une école de pensée. C'était ça l'idée à ce moment-là. La Nouvelle Droite est autre chose. Ça n'a pas été à l'origine une autodésignation. Nous n'avons jamais dit « nous sommes la Nouvelle Droite ». C'est en 1979 qu'il y a eu toute une campagne de presse et qu'on a dit « voilà, c'est la Nouvelle Droite ». Et après, le mot était lancé et il était difficile de ne pas l'utiliser parce que c'était sous cette dénomination que ce courant de pensée était connu. C'est une étiquette que je n'ai jamais beaucoup aimée, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un peu équivoque, Nouvelle Droite, en quoi elle est nouvelle, bon. Deuxièmement, ça donnait une image très politique d'un courant de pensée qui se voulait loin de l'actualité politique, qui voulait plutôt être un think tank, n'est-ce pas ? Donc il ne faut pas oublier ça. Alors le gramscisme de droite, c'est une sorte de mythe, pas de mythe, de légende, qui est venu du fait que au tout début des années 70, j'avais lu avec beaucoup d'intérêt l'œuvre de Antonio Gramsci, donc ancien dirigeant du Parti communiste italien, et que j'avais trouvé certaines de ses idées tout à fait intéressantes. Et en particulier, l'idée qu'on ne peut pas prendre le pouvoir politiquement si on n'a pas déjà plus ou moins conquis les esprits, les mentalités. Et que par conséquent, les valeurs auxquelles les gens adhèrent spontanément
sont extrêmement importantes. Et évidemment, ça s'est confirmé par la suite. On a bien vu comment la conquête des universités par des tendances négatives a eu un rôle important. Ensuite, sur toutes les œuvres de la culture, le cinéma, le théâtre, les romans, l'édition en général, etc. L'exemple classique que l'on peut donner, c'est la Révolution française de 1789, qui n'aurait peut-être pas été possible sans le lent travail d'influence des philosophes des Lumières pendant la plus grande partie du XVIIIe siècle. De même, on pourrait dire pour le communisme que Lénine ne peut pas arriver avant Marx. Il faut d'abord qu'il y ait un Marx, c'est-à-dire un intellectuel, pour qu'un jour un Lénine en tire des leçons politiques. Je ne sais pas, si je peux me permettre, parce Oui, qu'actuellement nous avons l'arrivée d'une espèce de transhumanisme sans aucune préparation. Mais le transhumanisme fait partie de la préparation. C'est précisément une mode intellectuelle, idéologique, si vous voulez, qui met les gens en condition et qui les habitue à l'idée que des choses étranges comme la vie éternelle, la transformation de l'homme dans un homme nouveau, la fusion de l'électronique et du vivant, de l'homme et de la machine, est quelque chose d'inscrit dans la nécessité historique. Donc, c'est exactement comme lorsqu'une idée, une idéologie se répand. Les transhumanistes ne sont pas au pouvoir, mais ils y seront peut-être un jour. Ah. Et s'ils y sont, c'est que ça aura été précisément précédé de ce travail de transformation des esprits qui met en condition l'imaginaire symbolique des gens. Justement, la nouvelle droite, vis-à-vis d'une ancienne droite, bon, on ne sait pas trop laquelle, a été reléguée à un moment donné au banc des doctrines politiques et enfermée dans une taxinomie d'extrême droite. Moi je pensais que l'extrême droite était réservée aux catholiques. Est-ce que vous pourriez dater ce moment et décrire ce processus? Ça s'est fait assez tôt, parce que l'habitude de qualifier d'extrême droite tout ce qui déplaît est déjà ancienne. Alors, ça s'accélère de plus en plus. Vous lisez le journal aujourd'hui et vous dites que Macron fait le jeu de l'extrême droite, n'est-ce pas? Des choses complètement idiotes de ce genre. Moi, lorsque je vois quelqu'un qui fait un entretien avec moi et qui me dit « Est-ce que vous êtes d'extrême droite ?» Je lui dis « Je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que c'est. C'est pour ça que je n'utilise pas ce terme. Mais vous l'employez. Donc, vous devez pouvoir en donner une définition. » Alors, je ne dis pas que vous êtes d'extrême droite. Non, je dis qu'on vous a attribué l'appellation. Je prends un exemple, c'est pas du tout vous qui êtes visé. Donc à un moment donné, vous avez gêné le pouvoir en place et on a voulu vous écarter. Mais et je voulais savoir quand est-ce que vous avez gêné, pourquoi on a voulu vous écarter. Depuis le début, le courant des années 80, disons. Parce que la nouvelle droite s'est beaucoup développée. Mitterrand. Elle a influencé, oui, mais sous Mitterrand, elle a influencé pas mal de gens. Et il y a plusieurs manières de se débarrasser des idées, des centrales d'idées gênantes. Ou bien on réfute leurs idées, ce qui n'a jamais été fait, ou bien on organise le silence, on coupe les micros, donc vous existez mais personne n'entend parler de vous, ce qui était difficile aussi, ou bien on vous disqualifie en disant « Ah ben c'est l'extrême droite ». Et c'est la raison pour laquelle, quand il est arrivé qu'on me pose cette question, je dis « Vous parlez d'extrême droite ». Si vous employez ce mot, c'est que ça correspond à quelque chose dans votre tête. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que c'est? Et généralement, c'est ça qui est drôle, généralement, les gens disent je ne sais pas très bien. Je dis alors, quand vous saurez, on en reparlera. Aujourd'hui, on vous appellerait peut-être complotiste ou je ne suis pas du tout complotiste, c'est pas du tout. Quand on lit mes livres, on s'aperçoit que je ne suis pas du tout complotiste. Je sais que vous n'êtes pas. Ni conspirationniste, ni toutes ces choses-là. Du tout, oui. Moi, j'aurais presque envie de vous engager à me dire pourquoi vous avez gêné le pouvoir, parce que vous avez failli peut-être le prendre
Non, j'ai toujours pensé que ceux qui développent les idées ne sont pas les mêmes que ceux qui exercent le pouvoir. Je donnais l'exemple tout à l'heure de la philosophie des Lumières et de la Révolution de 89. Ce ne sont pas les philosophes des Lumières qui ont pris le pouvoir. C'est d'autres qui avaient lu les philosophes. Donc c'est une distinction. D'autre part, prendre le pouvoir, vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Parce que quand on arrive au pouvoir, généralement on s'aperçoit à quel point on a peu de pouvoir, à quel point la puissance de ce qui est au-delà de la nation, c'est-à-dire les multinationales, les marchés financiers, les organisations internationales, la Cour européenne des droits de l'homme, etc., etc., limite votre capacité d'action. C'est d'ailleurs un des grands problèmes du politique aujourd'hui. Alors la nouvelle droite, qu'est-ce qu'elle aurait proposé comme pensée politique ou comme politique tout court à ces aficionados, aux gens qui pourraient l'appliquer? Eh bien, c'est le projet qui était au départ, dont je vous ai parlé. Il faut examiner les idées, pas pour l'endroit d'où elles viennent, mais pour leur contenu. Oui. Moi, je ne parle pas d'idées de droite ou d'idées de gauche. Je ne connais que deux catégories, c'est les idées justes et les idées fausses, oui. D'où qu'elles viennent. D'accord. Bon. Donc c'est cet état d'esprit très ouvert, très tolérant, qui essaye de voir ce qui est bon ou mauvais dans les courants intellectuels qui existent aujourd'hui. Mais donc quoi, le localisme, peut-être la décroissance? Le localisme, oui, je crois que c'est une chose très positive. Hein. Aujourd'hui, vous savez, la contradiction principale, partout, ce n'est pas la contradiction gauche-droite, c'est la contradiction entre les gens qui raisonnent de manière universaliste, hein, et ceux qui raisonnent de manière particulariste. Est-ce que nous sommes des individus abstraits, interchangeables, ou est-ce que nous sommes des personnes situées dans une histoire, dans un réseau d'héritage et d'appartenance, et quelles sont les conclusions? Pour le dire autrement, est-ce qu'on est d'abord polonais et ensuite homme ou femme? Ou est-ce qu'on est d'abord un homme et ensuite un Polonais? Pour moi, on est d'abord un Polonais, c'est-à-dire qu'on appartient à l'humanité par la médiation d'une culture. Par conséquent, l'existence de ces cultures, les différences qui les caractérisent, sont quelque chose de proprement vital. Si vous tuez les différences, vous tuez les personnalités collectives, vous tuez l'identité des nations, des peuples, des langues, et pour un modèle abstrait, prétendument universel, qui est impossible à réaliser, mais qui vous amène toujours à oublier vos racines, votre personnalité, ce qui vous est propre. Peut-être justement, c'est une volonté de homogénéiser, de standardiser tout à fait. On peut dire c'est d'un côté les forces différentialistes et de l'autre les forces homogénéisantes, hein, qui veulent aligner. Aligner et aliéner. Oui, c'est la Gleichschaltung, n'est-ce pas, en allemand. Hein. C'est aligner et tuer l'esprit critique. Hein. C'est-à-dire que tout le monde adhère à l'idéologie dominante. Et ça, c'est la définition même du totalitarisme. Oui. Hein. Puis Machiavel disait diviser pour régner. C'était une notamment, technique. Oui. Notamment. Justement, ça nous amène à votre livre, L'identité sans fantasme. En page 13, vous posez la question suivante. Quelles sont les formes sociales historiques qui expriment le mieux l'identité européenne? La cité-État est-elle plus européenne que l'Empire? Il n'y a pas de réponse à ces questions. Moi, j'aimerais rebondir sur cette phrase. Oui. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne a une destinée d'empire ou, comme certains le disent, qu'elle ne peut exister qu'à condition d'avoir un fédérateur externe? Et est-ce que les pays qui la composent pourraient se décomposer si l'Union européenne ne fonctionne pas en province ou cité-province? Alors, la remarque que je faisais dans mon livre, c'était pour attirer l'attention sur la diversité des formes politiques
qui ont existé dans l'histoire de l'Europe. Effectivement, il y a eu des nations, il y a eu des empires, il y a eu des cités-États, il y a eu les villes hanséatiques, et que sais-je. Et cette diversité est évidemment très, très intéressante. Maintenant, en ce qui concerne l'Union européenne, non, je ne la vois pas du tout comme un empire. Je la vois comme une administration bureaucratique qui supprime la souveraineté des peuples, mais qui ne la supprime pas au nom d'une souveraineté européenne, c'est-à-dire on ne prend pas la souveraineté des pays pour en faire l'additionner et en faire une souveraineté européenne, il n'y a pas de souveraineté européenne. L'Union européenne est dans la dépendance de l'idéologie capitaliste libérale et de la domination américaine. Donc, dans l'esprit de ses dirigeants, l'Union européenne ne vise pas à être une puissance, mais à être un marché susceptible de s'agrandir progressivement jusqu'aux dimensions de la planète. Donc je suis tout à fait hostile à l'Union européenne, et le principal reproche que je lui fais, c'est de caricaturer et disqualifier la notion même d'Europe. Les gens couramment disent l'Europe, 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 et en fait ils pensent à l'Union européenne. Mais l'Union européenne et l'Europe, ce sont des choses bien différentes. Alors quelle serait pour l'Europe la meilleure des solutions? Tout dépend des circonstances. Une fédération européenne orientée vers l'autonomie, l'indépendance et la puissance serait certainement mieux que l'Union européenne qui n'est qu'un marché. D'un autre côté, les nations constituent aussi des réalités et pas seulement des refuges, et donc il ne s'agit pas de faire disparaître les nations. La véritable solution, c'est l'application à tous les niveaux du principe de subsidiarité dont parle l'Union européenne, mais qui ne la met jamais en application. Qu'est-ce que c'est le principe de subsidiarité ou de compétence suffisante? C'est lorsque on règle les problèmes qui se posent au niveau le plus bas possible et qu'on ne laisse remonter vers le haut que les problèmes qui ne peuvent pas être résolus au niveau le plus bas possible. Ce qui se passe avec l'Union européenne, c'est exactement l'inverse. Elle décide selon le principe d'omnicompétence, de la taille des pizzas en Italie, du format des artichauts en France, ou de n'importe quelle autre chose plus sérieuse. Souvent, sous pression de certains lobbies, le principe de subsidiarité tel qu'il est appliqué en Suisse. Oui, à certains égards, oui. Je veux dire que la Suisse est un pays qui n'est pas parfait. Hein. Là aussi, il y a de l'idéologie dominante, des choses comme ça. Mais c'est une formule que je trouve riche de leçons. Hein, ça ne peut pas s'adapter partout, mais la démocratie plus directe, avec les votations, la façon dont s'articulent les compétences entre les zones francophones, germanophones et même italophones, je trouve que c'est quand même très intéressant. Très intéressant. Oui. Effectivement, ceci signifierait que les gens prennent localement responsabilité de leur, de leur vie. Et bien sûr, la liberté passe par la responsabilité. Si vous ne faites aucun usage de votre liberté, c'est-à-dire un usage irresponsable, vous n'êtes pas libre très longtemps. La liberté absolue, à l'inverse, ça n'existe pas non plus. La liberté est toujours délimitée par les zones où vous n'êtes pas libre. Et ça, c'est la vie naturelle, c'est la vie normale. En page 55 du même livre, vous écrivez « Dans un contexte général d'effacement des repères, l'État-nation ne parvient plus à intégrer les groupes ni à produire le lien social. Il ne fournit plus aux membres de la société un sentiment d'unité. » C'est vrai, il y a une usure non pas des nations, mais de l'État-nation. Ce sont des choses différentes. En Suisse, par exemple, il y a une nation suisse, mais il n'y a pas d'État-nation. Et en France, c'est un peu confondu. Attendez. Oui. Je Justement, disais, s'il n'y a plus de lien social. Oui, l'État-nation est en crise lui-même,
il y a une sorte d'usure parce que il est débordé à la fois par le haut et par le bas. Il est débordé par le haut par les forces transnationales ou multinationales qui l'empêchent de réaliser ce qu'il veut. Il est débordé par le bas, par la renaissance des particularismes locaux, des régionalismes, et aussi par le fait que la société dans laquelle nous vivons est une société bâtie autour de l'individu et non pas bâtie autour des communautés et des groupes. Ce qui fait que les liens sociaux tendent à disparaître. Les gens vivent de plus en plus dans une sorte de solitude de masse, d'anonymat, qui est absolument déboussolant, n'est-ce pas? Alors, c'est lié en grande partie à la disparition du monde rural. Vous savez qu'en France, il y avait, il n'y a pas encore si longtemps, 80% de la population qui vivait à la campagne. Aujourd'hui, c'est 1%. Et à la campagne, c'était des communautés organiques où les procédures de solidarité, d'échange, d'entraide étaient des réalités concrètes. Dans les grandes villes, les vastes mégalopoles, ces choses s'effritent. Et comme ça s'effrite, et que l'idéologie libérale a fait beaucoup pour dissoudre les anciennes communautés organiques, mais les choses que les communautés ne prennent plus en charge sont prises en charge par l'État. Oui. Avant, vous mourriez chez vous, aujourd'hui vous mourrez à l'hôpital. Avant, on élevait les enfants à l'école dans des petites écoles locales, maintenant c'est dans des universités. Donc on a peu à peu mis en place un système d'assistanat, d'assistance généralisée qui aggrave la déresponsabilité. C'est-à-dire que les gens ne prennent plus en main leur sort, leur destinée, mais attendent de l'État et estiment qu'ils ont droit à tout. Parce qu'il y a aussi la flambée, la montée en puissance du droit. Tout fait l'objet d'une revendication du droit. Le moindre désir est transformé en besoin et on exige que les pouvoirs publics fassent droit à l'existence de ces besoins en les satisfaisant. Comme ces besoins sont absolument contradictoires, vous arrivez à la crise générale qui est celle de l'idéologie des droits de l'homme aujourd'hui. Et ces gens-là, pris en charge par l'État, habitués à être justement commandés par celui-ci, est-ce qu'il y a à un moment donné une chance qu'ils n'obéissent pas? En fait, ce qui m'intéresse, c'est la symbolique du pouvoir. Comment se fait-il? Comment cette symbolique naît? Comment elle meurt? Oui, mais justement, est-ce qu'il est possible qu'ils n'obéissent pas? Oui, bien sûr. Mais à quel moment? Ben justement. L'expérience historique montre que les gens aiment la liberté, mais qu'ils aiment plus encore la sécurité. Aussi longtemps qu'on leur garantit la sécurité, ils sont prêts à avoir un peu moins de liberté. On l'a très bien vu dans la crise du Covid, qui a été un test de soumission en grandeur nature. Pas du tout rassurant. Un test de soumission en grandeur nature. C'est comme si on avait dit, on va voir jusqu'où les gens sont prêts à aller pour perdre leurs libertés les plus élémentaires. Avec des injonctions absolument grotesques, dire bonjour en se touchant le pied, ne pas être plus de 6 à la table de Noël, envoyer les grands-parents dans la cuisine, ne pas se promener tout seul avec son chien dans la forêt. Et les gens ont beaucoup accepté, pas tous bien sûr, mais beaucoup accepté, alors qu'on a su très vite que le Covid, qui était une réalité, avait un taux de létalité relativement faible. Donc il y avait une disproportion entre le danger médical et les mesures qui ont été adoptées. Donc pour en revenir à ce que nous disions, il y a un moment où la sécurité n'est plus assurée. Et à ce moment-là, les gens ne sont pas du tout contents. Or aujourd'hui,
de plus en plus de gens, à commencer par les classes populaires, vivent dans une triple insécurité. Insécurité politique, insécurité sociale, insécurité culturelle. En raison notamment de la crise de l'emploi, montée du chômage, en raison de l'immigration qui a atteint des niveaux incroyables, en raison du fossé qui s'est creusé entre la classe politique et le peuple, et on a vu à plusieurs reprises ces dernières années en France des événements comme les manifestations des Gilets jaunes, les protestations sur l'âge de la retraite, tout récemment les agriculteurs, comme dans d'autres pays d'Europe. Donc, de plus en plus de professions ne supportent plus de vivre avec des inégalités grandissantes, avec la pauvreté qui s'étend et la précarité qui devient non plus l'exception, mais la règle. Alors, il y a une révolte sociale, elle gronde, de temps en temps, il y a une éruption, les gilets jaunes, après ça rentre dans le calme, mais à ce moment-là, il y a d'autres choses. On voit que certains partis politiques, pour lesquels votent surtout les classes populaires, ne cessent de monter. C'est une conséquence aussi de cette colère. Donc je pense que tous ces événements, ce sont en quelque sorte des répétitions générales par rapport à une révolte sociale de plus grande envergure. Vous pensez que ce sont les révoltes sociales qui font l'histoire ou peut-être les fomentations des révoltes sociales? Parce que ces révoltes sociales sont canalisées à un moment donné. Oui, vous avez raison, elles ne font pas l'histoire, mais elles y contribuent. Elles déclenchent quand même une situation nouvelle, et même si après ça retombe, il en reste toujours quelque chose. Et quand toutes ces choses-là s'additionnent, à ce moment-là, oui, il y a des basculements. Mais certains ont pour habitude de déclencher le chaos, parce que le chaos est une opportunité pour un nouvel... Le chaos, moi j'emploie beaucoup le mot chaos. Je crois que nous sommes dans une époque où le chaos s'étend. Et s'étend partout. Le déclin du niveau scolaire, par exemple. La propagation exaltée et parfois surréaliste de délires comme la théorie du genre, ou le transhumanisme. Tout ça, c'est le chaos. Plus rien ne fonctionne. Tout ce qu'on voyait à peu près normal devient anormal ou pathologique. Tout ce qui était en haut a été mis en bas et tout ce qui était en bas a été mis en haut. Et par conséquent, peut-être même une guerre. C'est le chaos ou, en termes plus philosophiques, le nihilisme. Nous sommes dans une époque de nihilisme. C'est ça le règne du chaos. C'est le nihilisme, dont beaucoup parlaient Nietzsche, Heidegger et bien d'autres. Une époque de nihilisme, c'est une époque où rien ne vaut rien. Alors, c'est un peu différent, parce que comme les gens aujourd'hui sont dressés à la consommation, le consommateur a remplacé le citoyen. Leur imaginaire symbolique est modelé par la fièvre de la consommation et par des valeurs qui sont uniquement des valeurs marchandes. Mais toutes les valeurs qualitatives, qui ne sont pas calculables, quantifiables, sont dévalorisées et regardées comme des superstitions ou des résidus archaïques d'un autre âge. Ce n'est pas le cas. Et on voit bien aujourd'hui qu'entre les forces de chaos et les forces d'enracinement, il y a un affrontement qui ne dit pas toujours son nom, qui connaît des hauts et des bas, bien entendu, mais qui est bien réel et qui est la clé des décennies qui viennent. On pourrait faire un parallèle avec les années 30 ? Oui, vous savez, les parallèles, c'est toujours un petit peu dangereux parce que... Mais oui, on peut faire des parallèles. On peut faire aussi des parallèles avec la chute de l'Empire romain et avec bien d'autres choses. Il faut simplement savoir que les parallèles ont des limites. Il y a des ressemblances, bien sûr. Mais la chute de l'Empire romain, ça s'est soldé par les invasions barbares. Les années 30, ça s'est soldé par la montée des totalitarismes. Mais je crois qu'aujourd'hui,
nous nous subissons une forme douce de totalitarisme. Le totalitarisme, on a fait une erreur, c'est de le définir par les moyens qu'il emploie, c'est-à-dire la censure, le parti unique, les camps de concentration, les arrestations, les fusillades, etc. Donc des choses très méchantes, très dures pour le corps et l'âme des gens. Et on a dit c'est ça le totalitarisme. Non. Ce qui est le totalitarisme, c'est le but que l'on cherche à atteindre en employant ces moyens. Les partis totalitaires ne veulent pas tuer des gens uniquement pour le plaisir de tuer des gens, n'est-ce pas? Ce qu'ils veulent, c'est amener tout le monde à penser la même chose et éliminer, pour ça, les gens qui pensent différemment. C'est-à-dire d'instaurer une pensée unique. Or, c'est très précisément ce que nous voyons aujourd'hui. Hein, une idéologie dominante qui tend à marginaliser, à exclure, à expulser tous ceux qui ne pensent pas dans sa direction. Et pour ça, il y a des moyens plus doux que les prisons, les camps de concentration. Il y a la disqualification morale, il y a la suppression de la liberté d'expression, il y a les interdictions, il y a le silence que l'on fait sur les uns et les autres, et on peut obtenir la même chose. Hein. Donc pour moi, le totalitarisme se caractérise par l'imposition d'une pensée dominante qui veut l'exclusivité de ce que pensent les gens. Voilà. Oui, alors j'ai envie de dire que on vivait bien. Est-ce que les gouvernements avaient besoin de crise alors, quel serait le but s'ils avaient besoin d'une crise? Je vais vous dire quel est le but. Le but, c'est que en démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Or, dans les pays de démocratie libérale, ce qu'on cherche, c'est à gouverner contre le peuple ou sans le peuple. C'est-à-dire de donner au peuple une petite partie de souveraineté au moment des élections, et qu'ensuite les élus fassent ce qu'ils veulent, hein, et que vous restiez tranquille chez vous, en acceptant tout le reste. Pour ça, il y a aussi des moyens comme la peur. La peur est un outil formidable. Hein. Lorsqu'on adopte des lois contre le terrorisme, tout le monde dit formidable, c'est très bien, ça va permettre de lutter contre le terrorisme, sauf que ces lois ne sont que dans un premier temps appliquées au terrorisme, et après elles sont intégrées dans le droit commun, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir être utilisées contre vous et moi. Oui. Toute une série de mesures de ce genre se légitiment par des choses très consensuelles. Il faut lutter contre la criminalité, donc on va développer les caméras de surveillance, les écoutes, les enregistrements, etc. Mais on va le faire aussi pour tous les autres. Hein. Le Covid a été là aussi un épisode durant lequel on a très bien vu comment la peur d'un virus pouvait amener les gens à des privations de liberté qui étaient impensables. Hein. On aurait dit 10 ans après, dans 10 ans, vous n'aurez plus le droit de sortir de chez vous. J'aurais dit, non, il ne faut pas exagérer. Ben si, ça s'appelait le confinement. Hein. Donc, vous voyez que tout ça est riche d'enseignements, mais que ça se tient assez bien. Alors, ma dernière question. On a l'impression qu'on nous propose un nouvel ordre mondial géré par des organisations supranationales. Traité de Lisbonne, Marrakech, maintenant il est question du traité de l'OMS. Une société divisée, individualisée et désarmée face à des plans venus d'en haut. Est-ce qu'il y a un plan et est-ce que l'on pourrait dire que l'on assiste à la fin des mondes et à l'émergence d'une nouvelle organisation? Oui, qu'on assiste à la fin d'un monde, je l'ai dit tout à l'heure, donc pour moi c'est tout à fait évident. Maintenant, est-ce que le nouveau monde sera dominé par ces groupes supranationaux? Je n'en suis pas sûr du tout. Le capitalisme actuellement est dans une crise très profonde, très profonde. Il n'est pas à l'abri de ses propres contradictions,
et un effondrement financier mondial est parfaitement possible. Regardez la façon dont actuellement les dettes publiques des États atteignent des sommets comparables à l'Himalaya. Tout ça ne peut pas rester sans lendemain. D'autre part, toutes ces forces supranationales et homogénéisantes se heurtent dans tous les pays à des résistances qui prennent des formes plus ou moins grandes, mais qui témoignent à titre au moins de symptômes. Prenez l'exemple de Donald Trump, par exemple. Je ne suis pas un grand partisan de Trump parce que sa personnalité me paraît un peu spéciale, mais son succès est un symptôme de la façon dont les gens ne veulent plus suivre l'establishment, la hiérarchie essentiellement plutocratique qui s'est mise en place, et les gens voient bien que les démocraties libérales aujourd'hui, qui ne sont pas des démocraties directes ou participatives, sont des oligarchies financières et rien d'autre. Donc je pense qu'il y aura toujours une lutte, une opposition, mais qu'il ne faut pas désespérer de ce qui se passe. La guerre d'Ukraine, malheureusement, a fait tomber un nouveau rideau de fer entre notamment l'Europe et le monde russe, ce que je trouve déplorable. Mais en même temps, on voit bien comment cette même guerre d'Ukraine a amené la Russie à se rapprocher de la Chine, a amené les pays émergents à se déclarer indépendants par rapport aux directives américaines de sanctions, etc. Donc il y a des réactions partout. Voilà, c'est pour ça que je suis peut-être un peu pessimiste à court terme, parce que quand on regarde autour de nous, on a beaucoup de motifs de se lamenter, mais ça ne sert à rien de se lamenter, il faut aller de l'avant, parce que quand on est arrivé au fond, la seule solution c'est de remonter. Donc en fait, cette gauche qui est devenue de facto capitaliste n'a plus l'adhésion des gens. Elle est obligée d'utiliser la force et ça ne va pas marcher. Non, ça ne peut pas marcher. Le rôle historique de la gauche, c'était de défendre le peuple et les travailleurs. À partir du moment où, dans le tournant des années 80, la plupart des partis de gauche se sont ralliés à la société de marché, il est évident que les gens qui votaient pour les partis de gauche sont allés voter ailleurs parce qu'ils s'aperçoivent que ce ne sont plus les mêmes qui les défendent. Et de ce fait, les partis de gauche ou de la classe politique en général, ne pouvant plus obtenir les suffrages des classes populaires, ont décidé de trouver un prolétariat de rechange dans les troupes de l'immigration, ce qui est une illusion également. Oui, et c'est très méchant vis-à-vis des immigrés. Oui, tout à fait, c'est très méchant. C'est pas l'intérêt des immigrés, pas plus que c'est l'intérêt des populations d'accueil. Non, parce qu'on oublie toute la notion de l'émotion. Bien sûr. Quand on instrumentalise comme ça les gens. Mais l'idéologie libérale, c'est une idéologie dépersonnalisante qui ne voit pas le rôle moteur des émotions, qui raisonne froidement uniquement en termes d'intérêt rationnel, abstrait, d'individus interchangeables, et évidemment qui ne peut pas prendre en compte tout ce qui a fait la richesse de l'histoire de l'humanité. Donc, juste un petit résumé, vous pensez que la solution serait dans le principe de subsidiarité, une espèce de fédérateur pragmatique, mais est-ce que l'homme peut vivre sans religion? Actuellement, sans spiritualité, est-ce que ça suffit? Aujourd'hui, il vit sans religion de façon croissante. Mais est-ce que c'est bien pour lui? C'est peut-être pas bien pour lui. C'est pas le matérialisme qui peut remplacer... Non, je suis tout à fait de cet avis. Je crois que l'homme a besoin de quelque chose qui le dépasse et qui le tire vers le haut. Ça peut être une religion, ça peut être autre chose. Une conviction très forte, un idéal politique, un sens à sa vie. Mais il y a très peu de gens qui parviennent à donner un sens à leur vie. Maintenant, c'est un fait que le matérialisme pratique a envahi
la totalité de la sphère sociale. Pourquoi? Parce que seules les préoccupations économiques et marchandes sont reconnues comme légitimes. Mais les gens, évidemment, ils veulent satisfaire leurs besoins matériels, ils veulent consommer, et même consommer toujours plus, mais ils restent orphelins quelque part. Il y a quelque chose qui leur manque. Hein. En France, par exemple, moi je peux dire que les gens de ma génération ont assisté à la disparition d'un pays, d'une culture et d'une religion. Quand j'étais enfant, 80% des Français allaient à l'église le dimanche. Aujourd'hui, c'est 3%. Et ce n'est pas la faute des immigrés si les catholiques ne croient plus à leurs dogmes et à leur Dieu. Mais c'est pas pour le mieux. Mais non, c'est pas du tout mieux. C'est pas du tout mieux. Ça fait partie du nihilisme. Ça fait partie du chaos. Simplement, les moyens d'y remédier sont difficiles à cerner. Vous ne pouvez pas dire c'est très important d'avoir une religion, alors on décide d'avoir une religion. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que ce soit une foi réelle. Si la foi n'est pas là, donc il faut agir sur le périmètre extérieur, c'est-à-dire sur l'environnement symbolique, faire apparaître aux gens qu'ils ont besoin de quelque chose qui n'est pas de l'ordre du matériel. D'où un travail idéologique, intellectuel, qui fera réapparaître d'autres choses. Parce que cette chute de la religiosité, c'est pas partout. L'islam se porte très bien. En Amérique latine, les églises évangéliques se portent très bien. Donc c'est un problème qui est vraiment fortement centré sur les pays européens. Certains disent que la France a été faite par les rois catholiques. Entre autres. Voilà. S'il n'y a plus le catholicisme pour fédérer toutes les régions, est-ce qu'elle pourrait se disloquer? D'abord, la France n'a pas seulement été faite par des rois catholiques, mais par toutes sortes de souverains et de républiques. Et d'autre part, ces rois, même s'ils n'avaient pas été catholiques, auraient quand même fait la France, à mon avis. Mais je comprends très bien que quelqu'un qui est catholique se désespère de voir que les gens ne partagent plus sa foi. Je le comprends très bien. Et je trouve ça très dommage, parce que, je vais vous dire les choses sous un angle plus personnel. On peut partager ou ne pas partager une foi, une religion, une croyance. Mais moi, je préfère des gens qui croient à une croyance qui n'est pas la mienne, que des gens qui ne croient à rien. Et aujourd'hui, fondamentalement, c'est ça. Parce que des gens qui ne croient à rien, qu'ils sont que dans le matériel, ça veut dire que pour eux, rien n'est pire que la mort. Et par conséquent, ce sont des gens qui ne se battront jamais pour protéger leur famille, leur pays, leur peuple, leur culture, etc. Donc tout ça se tient. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Mais c'est moi qui vous remercie.